Bonjour à tous, merci d'être venus nombreux. Je vois que la salle est pleine, en direct de la foire du livre de Brive-la-Gaillarde, et vous êtes aussi en direct sur le plateau de Corrèze Télévision. Et d'ailleurs, vous pourrez revoir pour vos amis, si vous avez envie de revoir l'émission, ou ceux qui n'ont pas pu être là ce matin. On peut revoir l'émission donc en streaming sur le site de corrèze.tv. Alors aujourd'hui, on va parler des remèdes de grand-mère, les bons réflexes à avoir en matière d'alimentation, la médecine qui peut nous aider à aller mieux sans nous empoisonner. Ouf! Comment être en pleine forme? Je pense que ça, c'est un vœu général qu'on partage tous, mais peut-être qu'on a été trop loin dans les réflexes médicamenteux. Michel Lejoyeux à ma gauche, bonjour. Bonjour. Et Michel Chauvet en face de moi, bonjour. Bonjour. Vont nous inciter et nous montrer la voie pour revenir à un régime de vie, pas seulement médical, puisque là on a le livre sur la médecine du bon sens du professeur Lejoyeux et l'encyclopédie des plantes alimentaires de Michel Chauvet. Donc pour revenir au bon sens, pour se nourrir, pour avoir des réflexes peut-être puisés chez nos aïeux. Quelles sont les leçons à tirer de leur rencontre? Nous allons voir cela ensemble. Michel Chauvet, je vais commencer avec vous. Vous êtes agronome. Je suis agronome et ethnobotaniste, c'est-à-dire que je m'intéresse aux relations que les hommes entretiennent avec les plantes et en particulier, évidemment, les plantes quand on les mange. Hein, un peu les plantes médicinales aussi, mais surtout les plantes qui ont d'autres usages, hein, donc en particulier dans l'alimentation. Alors, est-ce qu'on se soigne en mangeant ou est-ce que c'est une mauvaise formule? Parce qu'on entend cette formule depuis les origines de l'humanité, en fait, on s'est soigné en mangeant. La dichotomie entre l'alimentation et la médecine, finalement, elle est arrivée assez tard dans l'histoire. Enfin, je ne suis pas très compétent. Mais par exemple, pour les Chinois, cette dichotomie n'existe pas. Les Chinois mangent des produits qu'ils choisissent en fonction de leur état de santé, de ce qu'ils souhaitent avoir. C'est nous qui avons fait cette division, enfin, qui est bien pratique pour moi parce que je n'ai retenu dans l'encyclopédie que les plantes qu'on pouvait acheter en supermarché. Par exemple, la camomille et le tilleul qui ont des vertus pharmaceutiques, mais qui sont surtout utilisés comme, disons, boissons de confort. Hein, alors que ce qui était exclusivement en pharmacie, je ne l'ai pas inclus. Alors vous avez fait une anthologie, une encyclopédie de plantes qu'on peut trouver sous nos latitudes. Vous dites bien au début du livre qu'on n'a pas besoin d'aller les chercher dans des jardins botaniques et qu'on peut se les procurer facilement. Voir aussi des plantes quand même qui arrivent des îles aussi, de nos... pas que le territoire européen. Vous allez un petit peu plus loin quand même. J'ai écrit le livre pour des lecteurs qui sont avant tout des consommateurs. Et aujourd'hui, avec la mondialisation, en plus, on ne sait jamais si une plante est cultivée en France ou non. Par exemple, la moutarde de Dijon, pour l'essentiel, est fabriquée avec des graines de moutarde qui viennent du Canada. En Vendée, on donne encore de la bouillie de millet aux jeunes enfants et ce millet, il est surtout cultivé également au Canada d'ailleurs. Donc si vous voulez, c'est à la fois des traditions bien ancrées chez nous, mais en même temps avec des productions qui se sont déplacées dans le monde. Aujourd'hui, on est dans un salon du livre, on est à la foire du livre de Brive, vous êtes entouré par des écrivains. Vous êtes agronome, vous travaillez à l'Institut national de la recherche. Enfin, j'ai travaillé, je suis maintenant retraité. Voilà, c'était ma question, c'était le sens de ma question. Si vous avez le temps de vous consacrer à cette encyclopédie, qui est aussi un travail d'équipe, vous avez mis combien de temps à écrire ceci? Non, c'est pas vrai. Enfin, c'est un travail d'équipe pour ce qui est des illustrations, puisqu'on a fait travailler 19 illustrateurs pour réaliser les 1700 dessins qui sont tous originaux et réalisés à partir de plantes fraîches qu'il a fallu effectivement leur trouver. Ça a été toute une aventure. Mais autrement, le texte, c'est moi-même qui l'ai écrit. J'ai mis 20 ans à le faire. Ce qui s'explique, c'est pour 700 espèces, ça prend un temps fou si on veut vérifier les données et remonter aux sources. Quand vous avez commencé à travailler comme agronome, vous aviez en tête d'écrire un jour cette encyclopédie? Au début, on n'a pas vraiment ça en tête, mais disons que très tôt, je me suis intéressé, j'ai porté un regard de botaniste sur ce qui m'entourait. Et alors des fois, d'ailleurs, par rapport à mes collègues botanistes qui s'intéressent surtout, il faut dire, aux plantes sauvages et surtout si elles sont rares, si elles sont menacées, etc. Moi, c'est l'inverse.
Et des fois, je m'intitule botaniste en supermarché ou botaniste dans mon assiette. Donc, je pratique une forme de botanique qui est assez inhabituelle. Vous avez réuni 670 espèces de plantes dans cette encyclopédie, ce dictionnaire en fait, avec des informations les concernant. Donc on a inclus les fruits et légumes bien sûr, les tubercules, les céréales, les plantes oléagineuses, les épices, les plantes aromatiques. Et on va trouver aussi, de façon peut-être plus surprenante, des ingrédients des boissons, des additifs industriels, d'où le surnom de botaniste du supermarché. Oui, parce qu'en fait, on consomme des plantes sans même le savoir. Hier, je parlais par exemple du goire. La gomme de goire est utilisée comme émulsifiant comme dans beaucoup de produits laitiers et personne ne sait ce que c'est que le goire. Moi, j'en ai trouvé en tant que comme haricot vert dans des épiceries indiennes, puisque c'est une plante indienne d'origine, mais qui, chez nous, est connue essentiellement comme un additif industriel. Donc, mais ça fait partie de notre alimentation. Et de même, par exemple, vous savez, il y a eu une polémique il y a quelques années quand l'Union européenne a autorisé un certain nombre de matières grasses comme substitut du beurre de cacao. Donc j'ai regardé ce que c'était, plein de plantes que pas grand monde connaît, à part la matière grasse provenant du noyau de mangue, hein, qui a les mêmes caractéristiques. Et donc j'ai décidé de mettre ces plantes dans l'encyclopédie parce qu'elles peuvent se retrouver dans les produits à base de chocolat que l'on trouve dans nos supermarchés. On a l'image parfois des scientifiques qui sont dans leur bureau, dans leur labo, mais j'ai l'impression que vous sortez pas mal de chez vous. Vous allez dans les supermarchés, vous disiez indiens, pakistanais, vous allez voir un petit peu ce qu'on peut trouver dans les rayonnages. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu une carrière multiple. Et les 10 premières années, en fait, j'étais dans une structure qui cherchait à donner des conseils, à conseiller les exportateurs français de fruits et légumes. Donc, vous voyez, ce n'était pas du tout la recherche, mais ça m'a donné cet intérêt pour faire l'inventaire de tout ce que je voyais sur les marchés de gros, les marchés de détail, les supermarchés, un peu partout dans le monde. C'est un peu ce qui est ma motivation initiale. Et vous y rajoutez aussi des plantes oubliées, comme la manne terrestre, la graine de paradis. Et qu'est-ce que c'est la graine de paradis avec ce joli nom? Alors la graine de paradis, c'était une graine un peu mystérieuse qui était utilisée comme substitut du poivre et qui au Moyen-Âge venait au travers du Sahara par les caravanes. On ne savait pas trop d'où elle venait. On a dit, ah ben, elle vient du paradis ou de la côte de paradis, etc. Ensuite, on a trouvé que c'était peut-être plutôt le royaume du Mali. Donc c'est de la famille, c'est proche des cardamomes, mais ça vient d'Afrique de l'Ouest. Alors maintenant c'est un peu oublié, on n'en trouve guère que dans les épiceries spécialisées dans les épices. Mais maintenant que l'approvisionnement en poivre est devenu facile et pas cher, ça a beaucoup perdu de son intérêt. Et le chervis, j'ai trouvé ce nom de plante. Alors, le chervis, ça fait partie des légumes oubliés qu'on trouve dans tous les livres sur les légumes oubliés. Et effectivement, ça fait partie de ces plantes à racines charnues ou à tubercules qui ont été cultivées au Moyen-Âge, puis qui ont disparu devant des plantes plus, comment dire, productives, plus faciles à pousser, peut-être comme des carottes ou autres. Il y a le chervis, il y a le masseron, il y a un certain nombre de plantes comme ça qu'on trouve maintenant dans les jardins des collectionneurs. Professeur, est-ce que vous connaissez toutes ces plantes oubliées qui datent du Moyen-Âge? Non, j'écoute et je les découvre, mais pour l'instant, je ne les connaissais pas. Là, je viens de les découvrir. Vous pourrez peut-être les rajouter à une prochaine édition de votre livre. Parce que vous aussi, vous remontez loin dans le temps, vous remontez au bon sens de la préhistoire. Absolument. L'idée de la médecine du bon sens, c'est deux choses. C'est qu'on a en nous des capacités, des pouvoirs qui viennent d'il y a très longtemps et dont on vient de découvrir aujourd'hui les bases biologiques. La médecine du bon sens, c'est aussi de revenir aux vrais toxiques. Vous savez, il y a un paradigme moderne qui est de s'interroger sur les éventuelles toxicités alimentaires, une cigarette à la bouche ou en buvant trop d'alcool. Moi, je vois dans mon service hospitalier à quel point un tiers des hospitalisations sont dues au tabac, à l'alcool. Et c'est Hippocrate qui disait « primum non nocere », d'abord ne pas nuire. Donc, si on peut enlever de sa vie ce dont on sait que c'est absolument toxique et extrêmement dangereux,
c'est-à-dire un excès d'alcool et du tabac, on aura déjà fait beaucoup de choses. Et vous voyez, il faut évidemment travailler sur le mode de vie, travailler sur ce que vous dites, et je trouve ça extrêmement juste, mais il ne faudrait pas que non plus l'arbre cache la forêt et qu'on oublie par une sorte de hiérarchie des risques, les risques les plus majeurs. C'est peut-être un peu ça, c'est revenir à aussi l'essentiel. Michel Chauvet, vous aviez l'air d'opiner. Vous voulez ajouter quelque chose? Ah oui, non mais je suis tout à fait d'accord. Quand on observe les statistiques sur les risques qui provoquent des maladies, on se rend compte qu'on porte une attention démesurée à des risques mineurs et qu'on oublie les risques majeurs, qui sont effectivement le tabac et l'alcool, mais qui sont des risques, on a l'impression, qui sont socialement acceptés. Et comme bien que ce soit aussi des multinationales, parce que souvent on parle des multinationales qui nous empoisonnent, etc. Mais là on s'empoisonne volontairement. Donc commençons effectivement par supprimer ça. Puisque avant, c'est vrai de vous donner la parole, je ne vous ai pas présenté. Pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, même si vous vendez plusieurs milliers de livres, vous êtes professeur en psychiatrie et en addictologie. Absolument. Donc, je dirige un service de psychiatrie à l'assistance publique à Paris et je suis professeur à l'université Denis Diderot. Et mon idée, c'est un peu comme par exemple les cardiologues, c'est de travailler à la fois sur le mode de vie, se dire qu'on doit se soigner et rien n'est incompatible avec tous les progrès de la médecine. Moi, je crois qu'il ne faut absolument pas renoncer aux progrès les plus récents de la médecine, mais aussi agir sur son mode de vie et retrouver ces super pouvoirs de santé qu'on a, par exemple, qui viennent de la préhistoire. Toute une partie de mon livre parle de la préhistoire. Il y a un pouvoir extraordinaire dont on vient de démontrer la manière dont il fonctionnait, c'est le pouvoir de la marche. Quand vous marchez, vous augmentez, ça vient d'être découvert, quelque chose qui s'appelle le facteur de croissance des neurones. Pour le dire un peu simplement, mais pas si faux que ça, en marchant, vous faites pousser vos neurones. Donc là encore, plutôt que de faire des exercices très compliqués, des mots croisés, que sais-je, des exercices intellectuels, si vous voulez protéger vos capacités intellectuelles, éviter l'Alzheimer, une chose très simple, 30 minutes de marche et on reprend cette capacité. Quel que soit notre âge? Quel que soit notre âge, c'est bon à tous les âges de faire pousser ses neurones et de les protéger. Mais c'est encore possible de faire croître ces neurones passé un certain âge? Absolument. Et c'est encore possible de toute façon de stimuler ce facteur de croissance des neurones. Il y a une autre chose que nous donne la marche qu'on vient de découvrir, c'est qu'on produit de la morphine. Notre cerveau est capable de produire ce qu'on appelle des endorphines. Quand on marche, on va moins ressentir ces douleurs simplement parce qu'on a augmenté son taux d'endorphine. Deux autres, si vous me permettez, deux autres petites choses dont on a découvert les pouvoirs. Quels que soient les aliments, et je suis passionné par ce que vous dites sur les aliments, la mastication. Vous voyez, un bon aliment doit être mâché. Si vous commencez votre repas par un aliment un peu consistant, que vous allez prendre un peu de temps pour mâcher, vous allez mieux en profiter, avoir moins de fringales. Et là aussi, donc, vous voyez, c'est important, l'aliment et la manière dont on le prend. Et une troisième chose dont on a peur, et probablement à tort, c'est d'avoir un peu faim. Aujourd'hui, on s'aperçoit que nos capacités intellectuelles, quand on a un problème compliqué à résoudre, quand vous préparez cette table ronde, vous dites qu'est-ce que je vais dire, le moment où on est le plus actif intellectuellement, c'est avant le petit déjeuner, parce qu'on a un peu d'hypoglycémie, et cette petite hypoglycémie stimule nos neurones. Donc n'ayons pas peur de cette petite faim, qui là encore va avoir un effet stimulant. Alors, il y a des modes. C'est vrai qu'on entend souvent revenir chaque été des régimes prescrits dans les journaux, les magazines féminins en particulier. En ce moment, on entend beaucoup revenir le fait de jeûner jusqu'à 14 heures, par exemple, ce qui rejoint ce que vous venez de dire, même de faire du sport et de commencer à travailler en n'ayant pas mangé. Bien sûr. Moi, je préfère tout ce qui est physiologique. C'est comme Hippocrate qui disait plus on est près de la nature, mieux ça vaut. J'ai pas trop envie qu'on manipule trop son comportement alimentaire en alternant des jeûnes. Enfin, maintenant, aujourd'hui, on voit que les régimes, par exemple, peuvent être toxiques. Soyons là aussi naturels en termes de comportement. Donc, peut-être pas trop ça. Et comment ça se fait qu'on aurait perdu ce bon sens? Puisque en vous écoutant, c'est vrai que cela paraît incroyablement logique. Mais pourquoi est-ce qu'on aurait perdu le bon sens dans la médecine et ailleurs d'ailleurs? Est-ce qu'on on redécouvre les choses? Ouais, moi je suis un grand optimiste. Je vais vous dire, je pense qu'on est en train de le retrouver, ce bon sens. Je pense que tant qu'on est près de la réalité scientifique, tant qu'on est près des études, tant qu'on n'a pas des professeurs tournesols qui nous inventent leur régime personnel, ce qu'on a
j'attends de la médecine, c'est qu'elle soit validée par des recherches, validée par des études. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, c'est un peu l'attente qu'on a de nous. Vous savez, quand regardez le scandale du Mediator, qu'est-ce qu'on a reproché aux médecins? On les a reprochés de ne pas avoir mis en garde les patients contre un vrai danger. Je crois qu'il y a eu probablement un avant et un après Mediator. Ce qu'on attend aujourd'hui d'un professionnel de santé, c'est qu'il agisse sur votre mode de vie, ce que je vous dis, la marche, la mastication, pas peur de la faim, mais en même temps qu'il soit au plus près des données de la santé, qui ne, si j'ose dire, bricole pas avec vous, ce qui ne veut pas dire faire rentrer des bons aliments, vous en avez parfaitement raison, et des bonnes expériences de vie. Et ce coaching de vie, ce bon sens, est-ce qu'on l'enseigne encore dans les facultés de médecine? On l'enseigne de plus en plus. On l'enseigne de plus en plus parce qu'aujourd'hui, moi, je ne suis pas contre les médicaments. Je ne vais pas tenir un propos disant « revenons à une médecine il y a 200 ans, on sait quelle était l'espérance de vie il y a 200 ans et quelle est aujourd'hui. » Mais on sait aujourd'hui qu'on ne guérit rien avec uniquement des médicaments. Moi, dans ma pratique, dans une consultation sur 2, j'ai une approche très classique, très, j'allais dire, même médicamenteuse. Et dans une consultation sur 2, je sais qu'on peut agir sur le mode de vie. Là aussi, je parle du mode de vie chinois, par exemple, qu'on peut apprendre à se relaxer, à se concentrer sur l'instant présent. J'apprends dans le livre à se préparer un thé selon les principes de la Chine classique. On peut tout à fait faire ça et ce n'est absolument pas incompatible d'une approche médicale classique. Je pense que l'époque n'est plus à opposer les techniques, mais justement à faire feu de tout bois et à profiter de tout. Oui, parce qu'en effet, votre livre se divise en quatre influences correspondant aux étapes de l'évolution de l'homme. Donc, vous avez dit la préhistoire, la sagesse chinoise, Hippocrate, oui, qui est peut-être le plus célèbre, le premier des médecins. Donc, vous avez rappelé la phrase « avant tout, ne pas nuire », le serment que vous prêtez. Le serment, tous nos étudiants et que j'ai prêté, évidemment, comme tous les médecins, un jour ou l'autre. Et on est toujours très émus. Vous savez, quand la famille est là, l'étudiant est en toge et qui lève la main et qui prête le serment d'Hippocrate, c'est toujours un moment initiatique fort dans ceux qui ont eu des petits-neveux, des enfants qui l'ont fait. C'est des moments dont on se souvient, on prend des photos et on les garde. Et la quatrième partie, c'est les alchimistes. C'est un mot un petit peu mystérieux parce que derrière alchimiste, on pense à Paulo Coelho, ça peut vouloir dire d'autres choses. Peut-être qu'on peut se méfier un petit peu parfois de ce mot qui ne fait pas forcément bon ménage avec la médecine. Et vous avez envie de les réconcilier ? Oui, alors j'ai envie de les réconcilier déjà à partir d'une figure dont je parle dans le livre, qui est Paracelse. Paracelse, personnage étonnant, un des rares médecins qu'on voit dans Harry Potter. Donc voilà, on fait peut-être le lien avec la littérature de jeunesse. Paracelse, médecin un peu fou d'ailleurs, qui disait « je ne lis que mes livres, les livres des autres ne m'intéressent pas ». Vous imaginez un personnage auto-centré, mais ce qu'il y a d'amusant, c'est que le rêve des alchimistes, c'était de transformer le fer en or, de changer la chimie. Et ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, c'est qu'on change la chimie du cerveau. L'alchimie moderne, c'est l'alchimie cérébrale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on fait des expériences, quand vous êtes en train de prendre un thé, tranquillement, à la chinoise, quand vous avez un chien, quand vous vous concentrez 15 minutes sur une musique, bien détendu, vous modifiez la chimie de votre cerveau. La chimie de notre cerveau n'a rien de fixe. On augmente son adrénaline quand on stresse. On peut parfaitement avoir un mode de vie anti-adrénaline où on ne va pas stresser. Donc, vous voyez, c'est ça la nouvelle alchimie. Il y a une étude chinoise qui vient de montrer que si vous passez 15 minutes devant une toile de Van Gogh qui s'appelle Le Jardin de l'hôpital d'Arles, bien concentré à regarder cette toile, vous allez modifier la chimie de vos neurones et vous allez modifier la connexion de vos neurones. Une toute petite chose très étonnante, là on a bien chaud, vous voyez. Et bien, le fait qu'on ait chaud, ça nous fait du bien. 30 minutes de chaud, quelle que soit la température extérieure, ça suffit 30 minutes, augmente d'1 demi-degré notre température corporelle. Et ça vient de sortir dans un journal américain très sérieux, qui est l'American Journal of Psychiatry, 30 minutes de chaud augmente le niveau de bonne humeur exactement comme un antidépresseur. Cela signifie que les pays au sud ont des populations qui sont de meilleure humeur que les populations du nord? Peut-être, ça signifie surtout que par exemple les populations du nord vont utiliser des moments dans les hivers difficiles avec le sauna, avec l'exposition au chaud pour justement, on a juste besoin d'un tout petit temps de chaud
Mais ce temps de chaud nous fait du bien. Oui, c'est ça la médecine du bon sens, c'est probablement ce qui est nourri par les expériences récentes, c'est qu'on a à notre portée des toutes petites expériences très simples, validées scientifiquement, qui révèlent en nous ces pouvoirs de santé. À côté de cette médecine du bon sens, on a avec Internet l'émergence d'une automédication. Est-ce que le risque avec les sites comme Doctissimo, avec d'autres sites, des médecins même comme vous en ligne qui donnaient des conseils? Jamais, je donne jamais de conseils médicaux en ligne. Pas vous, mais peut-être des confrères. Est-ce qu'il y a un risque à vouloir se soigner seul ? Avec des livres aussi comme le vôtre, peut-être. Oui, je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre ce qui est de l'ordre de la médecine classique, pour laquelle on a vraiment besoin d'un professionnel. On ne va pas s'opérer tout seul de l'appendicite parce qu'on a lu le mode d'emploi sur Internet, vous voyez, sinon ça va pas donner des choses terribles. Et puis, de réfléchir avec mon livre, et c'est pour ça que je l'ai fait, à ce qui, dans notre mode de vie, dans nos habitudes de vie, va aider. Donc, tout ce qui est pratique de vie, non médicamenteux, n'achetez pas de médicaments sur Internet. Mais ces espèces de théories où on va trouver des médicaments extrêmement toxiques sur Internet, surtout pas. Mais posez la question, quand des gens vous proposent des habitudes de santé, est-ce que c'est validé par une étude récente? Est-ce que quelque chose l'a prouvé? C'est vraiment à ça que je tiens. Ou est-ce que c'est une sorte de proposition d'un gourou ou d'un auto, comme disait Lacan, d'un déclaré sachant? Donc pour le dire autrement, on a beaucoup progressé. Par exemple, en cardiologie, on a appris qu'un bon régime pour le cœur, c'est un régime où on avait de l'activité, pas trop de gras, un peu de mouvement, et apprendre sur Internet à mettre en place ça, essayer de l'apprendre avec mon livre, avec ces expériences qui révèlent les pouvoirs, je crois que c'est pas dangereux, à la condition que ça ne nous donne pas l'illusion qu'au moment où on puisse avoir besoin, soit d'une visite de dépistage, soit d'un traitement d'une maladie, l'un remplace l'autre. C'est juste de les placer dans les bons champs. Autour de la table, nous avons un ethnobotaniste et un médecin. Est-ce que la médecine travaille avec les scientifiques, avec les agronomes? Ou est-ce que c'est poreux, la frontière entre vous? Là, bon, c'est un peu la limite de mon domaine de compétences. Mais comment dire mais de toute façon, par exemple, on a récemment démontré que dans les acides gras, on consommait trop de ce qu'on appelle les oméga 6 et pas assez d'oméga 3. Et de même, et les acides gras, par exemple, on ne consommait pas assez d'acides linoléniques ou linoléiques, etc. Et les chercheurs en amélioration des plantes, on leur a demandé, alors c'est ce qu'on appelle la biofortification. Moi, je suis assez réservé sur ces pratiques parce que ça transforme les aliments. Et par exemple, pour le tournesol, maintenant, vous trouvez sur le marché des huiles de tournesol qui sont améliorées en acide oléique. On appelle ça d'ailleurs oléisol. Vous trouvez comme ça, on a de même, bon, pour les huiles de colza, on a éliminé l'acide érucique qui était suspecté d'être cancérigène. On modifie les aliments effectivement en fonction de ce que disent les recherches médicales. Deux petits aliments magiques, en un mot, dont on vient de découvrir des pouvoirs magiques et qui viennent de la préhistoire. Le premier, c'est la menthe. Beaucoup d'études neurobiologiques montrent que la menthe va calmer notamment les fringales et va beaucoup agir sur le cerveau ou sur les émotions. Et une autre chose où vraiment il y a un consensus aujourd'hui, c'est les sucres lents plutôt que les sucres rapides. Là, il y a des données, y compris les ados élevés au soda, élevés avec beaucoup de sucre rapide, vont aller moins bien que ceux qui prennent des sucres lents. Et il y a un aliment dont on est en train de redécouvrir les pouvoirs, je parle sous votre contrôle, qui est la graine de caroube. Pourquoi? Parce que la graine de caroube va vous donner des sucres lents. Par exemple, sur un petit déjeuner, tout ce qui va vous apporter des sucres lents sera mieux que ce qui vous donnera des sucres rapides. Vous voyez, quelques grands principes comme ça. Si on revient à l'époque chinoise, le riz, il y a une étude qui vient de sortir qui a proposé à des femmes enceintes soit un régime inspiré par la Chine classique avec du riz, des champignons, soit un régime très carné et avec beaucoup de sucre rapide. Et au bout d'un an, objectivement, pendant la grossesse et après la grossesse, les femmes allaient mieux quand elles avaient ce régime avec beaucoup de sucre lent.
et particulièrement du riz. Alors, dans l'histoire, de toute façon, il faut dire que les sucres rapides étaient rares, puisqu'il n'y avait guère que le miel, qu'on avait en quantité limitée, mais avant la période coloniale, on n'utilisait pas le sucre de canne, et vous savez que le sucre de betterave n'est apparu qu'avec le blocus napoléonien, donc au XIXe siècle. Donc finalement, ce n'est que depuis 2 siècles qu'on a eu en quelque sorte une épidémie de sucre rapide. Et effectivement, là, l'organisme n'est pas adapté. Alors, on apprécie beaucoup les sucres rapides, c'est certain, mais en même temps, dans une alimentation classique, traditionnelle, ces sucres étaient plutôt rares. On utilisait surtout des sucres lents. Et c'est pas bon pour les émotions. On est plutôt de meilleure humeur. Rappelez-vous ce que je vous disais, la meilleure concentration juste avant le petit déjeuner, avant un apport en sucre, cette petite hypoglycémie qui stimule. Et globalement, on se fait un petit plaisir de temps en temps, c'est-à-dire des sucres rapides dégustés lentement à la chinoise. Mais globalement, on est de meilleure humeur et en meilleure forme avec moins de sucre rapide. Et alors, là où on peut se retrouver, c'est que moi, disons que bon, vous parliez de la mastication. Moi, je pense que l'alimentation doit être un plaisir, et c'est un plaisir qui se vit en groupe, convivial. Or, de plus en plus, on constate que des gens mangent vite sur le pouce en un quart d'heure et tout seul. Et ça, à mon avis, vous serez d'accord avec moi pour dire que c'est tout à fait négatif. Et plus on prend du temps pour manger, et en mangeant des aliments... Alors en plus, avec mon livre, vous pourrez parler de ce que vous mangez, mettre des mots, et que le fait de manger ne soit pas seulement un acte biochimique pour nourrir le corps, mais également un acte culturel pour partager des émotions en commun, des souvenirs ou autres. C'est un peu un effet indirect. Hein. Mon livre est surtout une base de connaissances pour plein d'usages, mais avec des entrées historiques et économiques. Mais on fait avec ça de la méditation sans le savoir. Hein. C'est ce que j'explique dans mon livre. N'imaginez pas que la méditation, ce soit compliqué. On peut se concentrer sur l'instant présent. Et si on met en même temps une musique, un liquide qu'on a préparé, toutes ces cérémonies justement classiques autour du thé vont vous faire très simplement une expérience de méditation. Alors le temps passe malheureusement très vite, et je voudrais juste terminer sur l'aspect de votre livre dont on a moins parlé, qui est justement l'aspect historique et économique, puisque vous rappelez que la diversité biologique et culturelle, c'est aussi un patrimoine qu'il faut protéger. Et votre livre invite à se rendre compte de cette richesse. Ah, tout à fait, parce que les tendances fortes, évidemment, c'est qu'on se concentre sur un nombre très limité d'espèces. Les recherches, par exemple, des biologistes ou des généticiens vont se concentrer sur le maïs, sur la tomate, et on oublie un peu toutes ces plantes qui ont été laissées un peu sur le bord de la route, qui n'ont pas été sélectionnées depuis longtemps, depuis 50 ans ou un siècle. Et là, alors maintenant, bon, les choses changent, en particulier parce que la science s'internationalise et qu'on a des chercheurs des pays du Sud qui se mettent à vouloir développer les plantes qui sont de chez eux, qui ont été oubliées. Mais c'est des tendances qu'il faut absolument favoriser. Et également, évidemment, bon, j'ai longtemps travaillé à la conservation de ce qu'on appelle les ressources génétiques, c'est-à-dire la diversité génétique des plantes cultivées, pour permettre qui est la seule garantie pour qu'on puisse à chaque moment créer des nouvelles formes qui sont mieux adaptées aux conditions du moment. Très bien, merci beaucoup. Écoutez, si vous voulez vous faire du bien, vous savez que maintenant vous pouvez courir sur le stand Belin, vous procurer l'encyclopédie des plantes alimentaires de Michel Chauvet. Je crois que le professeur Lejoyeux a tout vendu. Ouais, je crois que là il y en a plus, mais il y en aura. Il y en a sur Internet, chez votre vous en aurez chez préféré. Cultura, vous en aurez chez vos libraires, mais voilà. Merci beaucoup à tous les deux, et je rends l'antenne.